La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La planification s'invite dans le domaine de la sécurité alimentaire. L'outil ou l'approche climat s'impose aux acteurs de ce secteur pour une meilleure collecte de données auprès des ménages. Ceci en vue de prévenir d'éventuels chocs. Ces différents acteurs sont à l'école de l'outil RIMA. On fera le point dans ce journal. Autre sujet à aborder, la réduction des risques de catastrophes. Les acteurs concernés au Mali et au Togo se sont réunis à Lomé pour 4 jours. Ils veulent s'accorder pour mieux faire face aux risques de catastrophes dans ces deux pays. Et puis la lauréate du concours Mon idée, mon entreprise est désormais connue. Il s'agit de Kwame Thérèse de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été la meilleure devant les autres candidats venus de l'Afrique centrale et Grand Lac. C'est une compétition qui encourage l'entrepreneuriat des étudiants. Les détails dans le courant de ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. D'abord, cette réunion des acteurs impliqués dans la sécurité alimentaire. Ils sont à l'école de l'outil RIMA, une approche qui facilite la collecte de données auprès des ménages, ceci en vue de prendre des dispositions adéquates pour échapper aux éventuels chocs, que ce soit économiques, sanitaires ou encore climatiques. Gérard Lagoudou. Selon les enquêtes de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'avenir de la sécurité alimentaire dans le monde, notamment en Afrique, est menacé en termes d'accès, de disponibilité et de nutrition. Depuis 5 ans, cette situation se dégrade davantage, dû à plusieurs chocs climatiques, les crises, y compris les problèmes économiques. Et donc l'atteinte vers les objectifs de développement durable en termes d'ODD 2 sur la sécurité alimentaire, cette atteinte-là est compromise. Et pour y remédier, l'approche RIMA se positionne comme un maillot autour duquel gravitent 12 indicateurs. Ici à Dapaon, les acteurs impliqués dans la collecte de données, la planification, le suivi, évaluation et la sécurité alimentaire s'offrent 5 jours pour explorer l'outil RIMA. L'outil RIMA est un outil qui permet de mesurer dans quelle mesure est-ce que les ménages sont capables de faire face à des chocs et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette résilience. Est-ce qu'il faut, par exemple, les appuyer à acquérir des connaissances? Est-ce qu'il faut leur fournir des actifs? Est-ce qu'il faut leur faire des transferts? L'outil RIMA permet de répondre à ces questions tout en permettant de savoir parmi la population quels sont les ménages les plus résilients, quels sont ceux qui sont les moins résilients, où est-ce qu'ils se trouvent et quelles sont leurs caractéristiques. Donc il y aura à la fois des volets théoriques pour qu'ils puissent comprendre le fondement, le bien fondé de l'outil, mais aussi une formation pratique sur des données réelles qu'ils ont parfois collectées eux-mêmes. Et pour le cas du Togo, puisque nous sommes dans la région des savanes, le gouvernement a lancé un programme d'urgence pour la résilience des populations. Nous voulons accompagner le gouvernement à avoir une situation de référence. En 2022, quelle était la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle? L'outil nous permet de faire cette analyse. 5 ans après, l'outil nous permet de voir est-ce que ça a évolué. Et si nous évoluons, voilà, on va faire des recommandations pour maintenir le cap. Là où nous pensons qu'il y a à améliorer, on pourra faire des recommandations pour améliorer. D'ici fin 2022, les données RIMA seront disponibles pour le compte de la région des Savanes. Une rencontre qui permettra de prévenir d'éventuels chocs, que ce soit économiques, sanitaires ou encore climatiques. Le climat qui a réuni pour 4 jours des acteurs concernés du Mali et du Togo. Ces derniers renforcent leur savoir-faire en matière de réduction des risques de catastrophes. Christine Peteki, Aloudé. Inondations, vents violents, sécheresse et feux de brousse, des situations d'urgence avec des conséquences trop souvent pénibles. Le Togo, pour faire face aux situations de catastrophe, dispose d'une politique nationale de la protection civile et d'une agence nationale. Le Mali également a initié le projet de renforcement de la résilience climatique.
Les deux pays renforcent leur savoir-faire pour être plus efficaces. Nous avons la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe et la stratégie nationale de relèvement post-catastrophe. Au-delà de ces stratégies, nous avons des outils de planification, plans de préparation et de réponse aux situations d'urgence que nous élaborons en début de chaque saison. Comment ça se passe au Mali et comment eux aussi vont s'inspirer de ce qui se passe au niveau de la plateforme au Togo. Et nous avons effectivement développé un certain nombre d'outils, notamment la stratégie nationale de réduction des catastrophes, les plans de contingence national multirisque, le plan d'organisation des secours qu'on appelle régulièrement plan ORSEC, c'est pour venir s'inspirer de l'expérience togolaise à la matière pour renforcer. Nous avons toujours des points forts et des insuffisances qui nous sont de combler. Les acquis et les réussites de la mise en œuvre de leurs stratégies respectives sont partagés, ainsi que le fonctionnement de leur plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Des actions vont être envisagées à la fin pour les rendre plus performantes. Les deux pays sont soutenus dans cette lutte par la Banque mondiale. Des journalistes étaient aussi à l'école de la gestion des risques de catastrophes et de la communication en temps de crise. C'est sur invitation de l'Agence nationale de protection civile ANPC. Ils auront la tâche de relayer avec professionnalisme les informations relatives aux actions de cette agence afin de mieux alerter les populations en cas d'aléas climatiques. Carmen Madé à Capo. L'impact du changement climatique se fait ressentir au Togo. Ces images, par exemple, l'illustrent à suffisance. Pour donc réduire les risques de catastrophe, les professionnels des médias sont mis à contribution. L'Agence nationale de protection civile ANPC veut les amener à se familiariser avec les concepts de risque de catastrophe pour qu'ils puissent contribuer efficacement à travers leurs articles, émissions ou productions à la réduction de ces risques. Au cours de ces 2 jours, il fallait présenter un peu le cadre institutionnel de la gestion des risques de catastrophe, montrer un peu la coordination, qu'est-ce qui se fait dans notre pays en matière de coordination de gestion des risques de catastrophe au Togo. Et maintenant, après, outiller ces professionnels de médias sur leur rôle de responsabilité et aussi en période de crise, comment communiquer. Une trentaine de journalistes des médias publics et privés ont été outillés sur le cadre institutionnel de la gestion des risques de catastrophe et la coordination des situations d'urgence. Ce que moi, personnellement, j'ai appris, c'est beaucoup plus un problème de vocabulaire. C'est vraiment un lexique en matière de réduction de risque de catastrophe. Donc, il y a un jargon, ils ont leurs termes un peu techniques que nous ne maîtrisons pas. Donc, pour cette formation, je pense qu'il était question d'avoir un même lexique à tous les niveaux. Donc, moi, comment je compte l'implémenter, c'est surtout d'être maintenant plus regardant, de ne pas employer un mot à la place de l'autre. Essentiellement, par rapport à la sensibilisation, pour que la population puisse comprendre ce que c'est que les catastrophes et comment ils doivent se préparer au cas où les catastrophes surviennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire et après les catastrophes également, quels sont les comportements qu'ils doivent adopter. Cette formation est un volet du projet Initiative sur les risques climatiques et systèmes d'alerte précoce. L'ANPC compte au finish intégrer ces journalistes sur la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Les femmes seront privilégiées. Les questions climatiques qui intéressent les pays du monde entier, la preuve, cette promesse d'un financement de plusieurs milliards de dollars d'ici 2025, promesse faite au cours du congrès pré-COP 27. C'était la toute dernière réunion avant la conférence annuelle sur le climat COP 27. La rencontre a mobilisé des ministres et spécialistes de plus de 50 pays. Le congrès pré-COP27 s'est achevé avec la promesse d'un financement de plusieurs milliards de dollars d'ici 2025 pour la lutte contre le changement climatique. La dernière réunion avant la COP27 a été organisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec les ministres et spécialistes de l'environnement de plus de 50 pays. On peut dire merci pour les efforts, surtout la question des pertes et dommages a connu une avancée.
on l'a bien entendu de la bouche de représentants de la Norvège, de l'Union européenne, c'est bien, mais la question de l'adaptation, est-ce qu'on va pouvoir arriver aux 40 milliards d'ici 2025? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à mettre en place un mécanisme nouveau sur les pertes et dommages? Comme l'a dit le secrétaire exécutif, le diable dans le détail. C'est pour ça que nous sommes là, pour nous assurer que ce qui a été dit ici soit respecté. Le pays hôte ainsi que plusieurs autres pays africains ont plaidé leur cause et mis les nations les plus industrialisées devant leurs responsabilités. À partir de 2025, il faudra qu'on arrive à un nouveau chiffre. Et ce chiffre-là, les pays en développement, les Africains ne veulent plus que ce soit un chiffre qui soit simplement un chiffre politique, un chiffre rond, comme les 100 milliards que Hillary Clinton a lancé en 2009 à Copenhague, mais que ce soit véritablement un chiffre qui reflète les besoins des pays en développement. Pour le négociateur de la République démocratique du Congo aux conférences climat des Nations Unies, la pré-COP27 a été un succès du point de vue de la diplomatie climatique. La COP27 se déroulera en Égypte du 6 au 18 novembre prochain. Retour en page nationale, le ministère en charge du commerce et de la consommation locale est en tournée de sensibilisation sur les mesures conventionnelles conformes de l'UEMOA. La rencontre est à l'étape de la région centrale. Désiré Aloye. D'ici peu, ces pratiques de mesure vont être remplacées par un système harmonisé de métrologie conforme aux exigences de l'UEMOA, qui entend privilégier l'utilisation d'unités de mesure du système international dans les États membres. Des actions et dispositions aujourd'hui sont engagées en amont le ministère en charge du commerce et de la consommation locale sur le terrain pour poursuivre la sensibilisation et faire adhérer les populations. Il est à l'étape de la région centrale. L'objectif est d'amener les populations à utiliser les instruments de mesure conventionnelle. Aujourd'hui, les ventes des produits se font en mesure de tas, de paniers ou à l'aide d'une multitude de bols dont les capacités varient d'un marché à un autre, d'une région à une autre. Et lorsque nous observons aussi les méthodes de mesurage, il y a des problèmes et cela crée des tiraillements ou même des conflits entre les acteurs que sont les acheteurs et les vendeurs. D'où la nécessité d'utiliser les instruments de mesure conventionnels qui vont permettre de faire des mesures exactes, c'est-à-dire des mesures justes et fidèles, qui ne varient pas selon les temps et l'espace et qui vont établir une certaine confiance entre l'acheteur et le vendeur. L'utilisation systématique des instruments de mesure conventionnels dans les transactions et services est un atout dans les échanges. Cette vision, si ça a vraiment donné vraiment des impacts vraiment sains dans la vie, et ce que nous demandons davantage à l'autorité, au gouvernement, c'est d'être vigilant sur le marché. Démarrée en 2021, la sensibilisation se poursuit, une nécessité qui a un impact socio-économique porteur. Les enseignants ont renoué le contact avec leurs apprenants la semaine dernière et déjà ce mercredi, ils se célèbrent. C'est la journée mondiale des enseignants ce 5 octobre 2022. Dodo Waré a rencontré pour vous quelques enseignants du lycée technique d'Aditogomé. Le professeur Fiemou est bien dans sa classe, mais les élèves ne sont pas là cet après-midi. Dans le programme de l'établissement, les mercredis sont consacrés aux travaux manuels. Seul dans la classe, ce professeur d'allemand passe en revue les prochains cours dans son petit woofer. Comme on vient de commencer la rentrée, on n'a pas encore programmé les devoirs. Par exemple, la salle est vide. Donc, moi, je suis là pour réviser, pour remettre mes audios à jour. Parce que moi, mon cours, c'est audio et puis lecture. Donc je pose des questions sur ce qu'on a écouté et on répond aux questions. 15 ans, qu'elle enseigne l'allemand au lycée. Plus qu'une passion, c'est une vocation qu'elle partage avec ses élèves. J'aime éduquer les élèves, les enfants, pour leur donner une meilleure vie, un meilleur comportement dans la vie. Ils sont enthousiastes à apprendre une nouvelle langue qui est l'allemand. Le cours est toujours gai. Loin du regard des élèves, cet autre professeur d'économie générale réactualise ses cours. Une habitude qu'il n'a pas changée depuis 10 ans. De temps en temps, il faut jeter des coups d'œil, vu que l'économie, c'est une matière qui est dynamique et qui évolue. Donc il faut toujours faire des recherches par rapport à ça. Des recherches, une qualité de l'enseignant
Mais il y en a beaucoup d'autres et le professeur Bébou s'apprête à rejoindre ses collègues en plein meeting dans la cour du lycée technique d'Adidomé. C'est la journée mondiale des enseignants. L'ambiance est festive, mais les débats ne manquent pas. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale porte un message fort. Il faut que chaque enseignant, où qu'il soit, se mette à l'œuvre pour se surpasser et faire un travail convenable, un travail digne, un travail qui l'honore, tout en oubliant, quoi que peu, les récompenses. Je ne dis pas qu'on doit travailler sans être récompensé, mais il ne faut pas qu'on privilégie les récompenses avant le travail. Le thème de la célébration en dit long. L'occasion s'y prête pour la FESEN de porter haut sa voix pour que l'État investisse davantage dans la formation des enseignants. Et voici un geste du PNUD qui facilitera le quotidien des enseignants du Collège d'enseignement général CEG de Tochi. Le programme des Nations Unies pour le développement leur a offert du matériel de projection, de quoi améliorer la qualité de l'enseignement à travers l'utilisation de vidéos éducatives. Marie-Reine Abeta, Ulrich Amega. Des vidéoprojecteurs et des contenus vidéo sur les sciences expérimentales soigneusement conservés sur des clés USB. Elles devront servir d'outils de travail pour éclairer les élèves de 6 établissements scolaires du Grand Lomé et de la région maritime sur les cours de SVT et sciences physiques. C'est une joie immense. Moi-même, je suis dans le domaine. Nous pouvons projeter ça dans les classes et le professeur déroule le cours à partir de ça. Et ça permettra aux enfants de toucher avec les doigts, ce qu'on a souvent l'habitude de le dire dans la bouche. Comme nous n'avons pas encore suffisamment de laboratoires et de matériel scientifique pour pouvoir pratiquer ces expériences et au nom de l'équité, surtout pour les établissements qui sont dans les zones reculées, le PNUD a bien voulu financer l'initiative de produire des vidéos éducatives qui vont montrer des enseignants en train de conduire des expériences sur les leçons au programme de 6e et de 3e. L'approche vise à parer au manque de laboratoires dans quelques établissements scolaires du Togo. Elle va permettre aux élèves d'être plus ou moins dans le bain de la pratique. Le gouvernement est accompagné dans cette démarche par le PNUD. Nos enfants vont dans les écoles, mais ils n'ont pas l'occasion d'expérimenter en physique, en chimie, en sciences des vies et de la terre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec le ministère pour développer des outils qui permettent aux enfants, à travers des vidéos interactives faites par des Togolais, de pouvoir peut-être accéder à ces sciences expérimentales, à l'expérimentation. Le gouvernement entend doter progressivement les établissements scolaires de laboratoires pour des expériences pratiques. En attendant, l'approche des vidéos éducatives dans les sciences expérimentales sera développée dans bien d'autres écoles du pays pour permettre aux apprenants d'être un peu plus proches de la pratique. On en vient à la finale interrégionale Afrique centrale et Grands Lacs et Afrique de l'Ouest du concours d'entrepreneuriat Mon idée, mon entreprise. La compétition promeut l'esprit entrepreneurial des étudiants et c'est Kwame Thérèse de l'Afrique de l'Ouest qui a remporté le premier prix. Kwame Thérèse remporte le chèque mis en jeu pour le concours Mon idée, mon entreprise. Elle a su mettre en évidence les vertus de l'oseille dont les feuilles servent dans la fabrication du jus de bissap. Mon désir, c'était de vraiment gagner ce prix pour honorer mon école, faire plaisir, être la fierté de mon pays. Alors, je suis vraiment très heureuse. Et à travers ce projet, j'aimerais vraiment faire connaître les vertus de cette plante et permettre à tous les Ivoiriens de bénéficier des vertus de cette plante. L'éloquence et l'ouverture d'esprit lui ont permis de conquérir le jury. Nous, on avait des critères d'évaluation. C'est le critère d'innovation et également la faisabilité qui a aidé un peu à départager les meilleurs que nous avons sélectionnés aujourd'hui, tout en sachant que, en termes de notation, ils étaient
tous proches. Ce qu'ils auront aussi en plus de ces enveloppes, c'est l'accompagnement, l'appui technique pour pouvoir les aider à mettre en place ou ne serait-ce que aussi développer leur activité par rapport à l'objectif. 18 candidats ont pris part à cette compétition interrégionale de la francophonie. Objectif pour l'agence universitaire de la francophonie est de transformer leurs idées en entreprise. Les femmes activistes et des partis politiques étaient en formation. Une formation sur l'éducation sexuelle complète initiée par la TBF, de quoi leur fournir les outils nécessaires à la promotion de la santé sexuelle. Christine Peteki Aloudé. 7,3%, c'est le taux de prévalence des grossesses précoces au niveau national. 3000 grossesses sont enregistrées chaque année en milieu scolaire. Plusieurs jeunes se livrent également à des pratiques à risque, des injections notamment pour augmenter le volume soit des seins ou des fesses. L'Association togolaise pour le bien-être familial, la TEBF, a formé les femmes activistes de la société civile et des partis politiques en vue de la promotion de la santé sexuelle. 9 ans déjà, là, tu dois apprendre à tes enfants de savoir se protéger. On a appris beaucoup de choses. On croyait que la maladie, le sida n'est plus. Mais on nous a rappelé ici que le sida est. Nous avons vu des photos à propos, par exemple, du cancer, cancer du sein, cancer de l'utérus, etc. Je vous assure, ce sont des choses à voir et ce sont des choses à montrer pour la sensibilisation. Le programme Éducation sexuelle complète est lancé depuis 2008. Sur le terrain, les résultats sont encourageants. Si nous prenons le cas du CG Ketao, pendant l'exécution du projet, on dénombrait plus d'une dizaine de grossesses, mais à la fin du projet, on a dénombré 0 grossesse en milieu scolaire. Un petit souci technique, nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet si tout va bien. Actualité à l'étranger, fond de la visite de la mission de la délégation de la CEDEAO ce mardi à Ouagadougou. La délégation est allée évaluer la situation au Burkina Faso après le coup d'État du vendredi dernier. En visite au Burkina Faso pour évaluer la situation. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État. Visiblement un petit souci technique. La suite de ce journal avec ce communiqué conjoint du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du ministère des Armées. Le ministre de la Sécurité et le ministre des Armées communiquent. Depuis quelque temps, les services de sécurité aux frontières ou sur le territoire national sont confrontés au phénomène d'importation ou d'utilisation anarchique de drones, tant par certaines organisations, associations que des particuliers sans autorisation préalable. Au moment où le gouvernement déploie d'énormes efforts dans la lutte contre l'insécurité, il est inadmissible de laisser naviguer dans l'espace aérien national de façon anarchique des objets volants sans autorisation. C'est le lieu de rappeler que l'importation et l'utilisation de tout engin ou objet volant de type drone en République togolaise sont soumises à des dispositions strictes, notamment une autorisation d'importation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et une autorisation d'utilisation du ministère des Armées. Ainsi, tout détenteur et ou utilisateur de ces genres d'appareils sont priés de se conformer aux présentes dispositions.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Armées invitent toute la population à continuer à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sauvegarde de la paix, surtout en ces périodes où le climat sécuritaire est volatile. Signé Essosimna Marguerite Nyakade, ministre des Armées, et général de brigade Damram Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je le disais tantôt, actualité à l'étranger, fin de la visite de la mission de la délégation de la CEDEAO ce mardi à Ouagadougou. La délégation est allée évaluer la situation au Burkina Faso après le dernier coup d'État du vendredi dernier. En visite au Burkina Faso pour évaluer la situation post-coup d'État, la mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevée mardi après-midi. Reparti confiant de Ouagadougou, la capitale, la délégation de la CEDEAO et son médiateur, le président nigérien Mahamadou Issoufou, ont rencontré les chefs traditionnels et religieux, ainsi que le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État. Mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé, va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'il continuerait à respecter les engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO, notamment tenir des élections d'ici juillet 2020. Retour en page nationale, 19 nouveaux magistrats font leur rentrée dans le corps judiciaire au Togo. Ils ont prêté serment ce mardi, un acte symbolique qui leur ouvre les portes d'une carrière professionnelle. Isaka Aruna. L'audience solennelle de prestation de serment de ce matin est ouverte. Des magistrats stagiaires jurent de rendre justice avec droiture, fidélité et dignité. Je le jure, 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 je le jure. Moment solennel qui annonce le début de leur carrière. Nous avons toute une longue carrière devant nous. Le magistrat part à la retraite à 65 ans. Ça veut dire que nous allons passer pour la grande majorité plus de 30 ans de service. Nous entendons gravir tous les échelons de la magistrature jusqu'à la Cour suprême. Et nous prions à Dieu Tout-Puissant de nous accompagner tout au long de cette carrière. Désormais membres à part entière du corps des magistrats, ils ont le devoir d'observer la déontologie de la fonction de magistrat, une fonction qui doit s'exercer dans le respect des droits des citoyens. Soyez toujours respectables et faites-vous toujours respecter. Sachez être audacieux et veillez parfois à rester prudent. Soyez généreux, exigeants, j'allais dire rigoureux. Imprégnez chaque jour des termes du serment que vous venez de prêter. Ce n'est qu'à ce respect que vous devez votre légitimité. Soyez libre de dire oui ou de dire non. Laissez-vous guider par l'éthique et vous verrez qu'il n'est pas très difficile de dire non. Et puis, sachez prendre soin de vous et des vôtres. Soyez donc patients. Patients dans l'atteinte des objectifs matériels que vous vous êtes fixés. Patients pour les postes dans votre carrière. En ce moment solennel, je ne vous dirai rien sur la corruption, car il se peut que vous me renseigniez. Car Dieu a mis en l'homme l'instinct de certaines choses, comme la corruption. Je m'arrêterai ici en vous souhaitant une bonne carrière. Avant leur nomination, ces 19 magistrats ont passé avec succès 24 mois de cours théoriques et pratiques au Centre de formation des professions de justice. Avec leur intégration, le Togo poursuit ainsi le renforcement de son système judiciaire, maillon important dans la lutte contre l'impunité. L'actualité ce soir, c'est aussi ce colloque international sur l'eau qui s'est déroulé ce jour à Anero dans les lacs. Thème retenu, le pouvoir de l'eau.
Rencontre un prélude au festival d'histoire d'Anihofira qui s'ouvre demain pour 4 jours. Tazinambaga. Si le choc entre l'eau de mer et l'eau de la lagune à Aneho offre un spectacle sublime, le choc entre les vagues de l'océan Atlantique contre les flancs de la ville tricentenaire, par contre, est dramatique. Elle menace l'existence même de la ville. Au même moment qu'elle offre le poisson à profusion à la population, favorise l'agriculture et le maraîchage, l'eau est également source d'inondations et de noyades dans la localité. Cette dualité dans les rapports entre Aneho et l'eau est au centre de ce colloque scientifique. Ici, l'eau, en l'occurrence son pouvoir, est interrogée dans ses aspects scientifiques. Nous voulons, à travers les réflexions scientifiques, croiser les regards sur les différentes valeurs socioculturelles et culturelles que revêt l'eau. Mais bien évidemment, puisque nous sommes dans une perspective de décentralisation, on va interroger l'eau sur ses aspects économiques. Comment intégrer l'eau dans le développement. Et aussi, nous avons pour objet d'analyser la gouvernance politique, économique et sociale autour de la problématique générale de l'eau. Convoqués à ce colloque, les pratiques culturelles et cultuelles autour de l'eau, les expériences des autres pays en termes d'approvisionnement en eau dans une perspective économique sont également questionnées. C'est autour de 3 panels, usage de l'eau, identité et croyances, patrimoine et représentation, normes, économie et développement. On attend des réflexions que les chercheurs puissent accompagner les politiciens, les praticiens, les acteurs de la société civile à appréhender toutes les dimensions autour de l'eau et à intégrer l'eau au cœur du processus de développement des communes. Voilà pourquoi la commune des Lacs 1 attend des conclusions de ce colloque, des pistes pour mieux apprivoiser l'eau afin d'en faire un levier de croissance et de création d'emplois. L'autre ambition est de positionner la ville d'Aneho comme un pôle touristique de premier ordre autour des ressources en eau. Le directeur de cabinet du ministère de la Culture a salué cette initiative qui va faire d'Aneho un maillon essentiel de la chaîne touristique et culturelle au Togo. Initié par la Fondation Akereburu et partenaires en collaboration avec la commune des Lacs 1, ce colloque s'inscrit dans le contexte du Festival international d'histoire d'Aneho FIHA prévu du 6 au 9 octobre 2022. Sport football pour terminer, les chaînes de télévision africaines qui diffuseront les matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont à Lomé, à l'appel du groupe New World TV, détenteur des droits. Elles sont au total 40 chaînes à prendre part à cette rencontre qui va les situer sur leurs droits et devoirs au cours de cette compétition. Jean-Kofi Hededi. La Coupe du Monde de football Qatar 2022 approche à grands pas. Seulement 6 semaines pour son démarrage. Les chaînes de télévision s'activent à cet effet pour sa retransmission. Celles des pays de l'Afrique subsaharienne, pour l'occasion, vont s'appuyer sur le groupe New World TV, un groupe togolais au cœur de la capitale Lomé, détenteur des droits. Ce séminaire méthodologique est organisé à l'intention des 40 chaînes qui diffuseront les matchs à partir de New World TV. Ce sont les chaînes, généralement des chaînes de télévision publiques, qui sont là pour donc avoir une coordination entre la production centrale de New World TV avec les productions locales et comment s'organiser pour la présence à Doha au Qatar. La New World TV a tenu à ce que les matchs les plus importants soient diffusés sur ces chaînes. Ce sont les matchs en phase éliminatoire, tous les matchs des pays africains qualifiés, ou les matchs dans lesquels sont impliquées les équipes africaines en huitième de finale, en quart de finale, et puis tous les matchs de la demi-finale et de la finale. La présence à Lomé pour assister à cette rencontre d'information reste bénéfique pour les participants qui y accordent beaucoup d'intérêt. Quand nous on acquiert les droits en tant que diffuseur national déjà, c'est quoi les bénéfices qu'on a derrière? C'est quoi les retours? Quelles sont les possibilités d'avoir un retour sur investissement, quelles sont les possibilités commerciales autour de ces droits et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ces droits-là.
C'est ça notamment nos attentes. La Coupe du Monde Qatar 2022, c'est du 20 novembre au 18 décembre. 5 pays africains sur les 32 au total y participent. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.